Bonjour à tous, bienvenue sur Fréquence Populaire. C'est le début de l'année 2026 qui est très 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 secoué. On essaie de suivre tout ça. Alors, c'est aussi un petit peu secoué en termes de climat. Il neige et donc cette fois-ci, nous ne sommes pas allés là où naît la lumière au bout du tunnel. C'est la lumière au bout du tunnel qui est venue à nous. Il y a un peu de lumière là comme ça au bout du tunnel. Enfin, voilà, pour nous éclairer. Bref, on va discuter des événements internationaux et puis surtout de leur effet sur l'Union européenne qui tremble sur ses bases, apparemment. Le Venezuela, le Groenland, le Mercosur. Et puis l'Ukraine qui n'est pas sortie du radar, puisque le 6 janvier s'est réunie la coalition des volontaires. Si vous aimez ce qu'on fait, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter. Et si vous en avez la possibilité, n'oubliez pas qu'en bas de la vidéo, vous avez deux liens qui vous permettent de nous faire un petit don. Soit sur Stripe, soit sur Tipeee, si vous reste un peu d'argent après les fêtes de fin d'année, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde. En tout cas, merci pour ceux qui nous ont aidés, merci pour ceux qui sont devenus sociétaires. Et bonjour François. Bonjour Georges. Ça Bonne va? année, meilleurs vœux à toi. Bonne année. Meilleurs vœux aux gens derrière le poste. Ouais, bonne année parce qu'on va en avoir besoin, je crois, quand même. Hein. Ouais, il va falloir Ouais, investir dans le bouclier, là. ouais. Parce que tout ça va avoir des conséquences. Ça va avoir des conséquences et qu'on ne peut pas se dire qu'on va attendre jusqu'à 2027 parce que ça se profile pas bien mieux a priori non plus. Donc voilà, il va falloir qu'on se prépare aux choses sérieusement. Et oui, même des gens qui ne l'auraient pas fait il y a 2 semaines, j'ai vu sur les réseaux sociaux demander à Emmanuel Macron de démissionner, parce que maintenant le président des États-Unis se moque ouvertement de lui en public, ainsi que de Brigitte Macron, sans qu'il y ait de réaction de la France. On ne convoque même pas l'ambassadeur des États-Unis. Il faut dire que c'est le beau-fils, c'est le beau-père de Jared Kushner. C'est risqué quand même. Oui, ça va jouer un petit peu, ouais. Jouer un petit peu. Bon, alors, on a pas mal de pain sur la planche. On a le Venezuela, qu'on a beaucoup analysé sur Fréquence Populaire. On a fait plusieurs articles de débunkage. On est content parce que c'est pas trop trompé, en particulier sur les questions juridiques. Mais bon, de Maduro, le procès risque d'être une sacrée pantalonnade, ça commence mal. Mais surtout, l'opération elle-même a provoqué un choc mondial. Hein. Nous a pas beaucoup laissé digérer. Donald Trump nous a pas beaucoup laissé digérer les faits. Alors, on l'a analysé avec un peu en détail sur les aspects géopolitiques et les effets sur la Chine et la Russie avec Jacques Sapir. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment les Européens ont réagi, parce que la réaction n'a pas été la même dans tous les pays. C'est ça, il va falloir analyser ce qui s'est passé et comment les uns et les autres ont réagi à ça en France et au sein de l'Union européenne. Et moi, ce que je te propose, c'est que sur cette activité internationale si riche ces derniers jours, on prenne chacun des sujets et on regarde comment se sont positionnés les Européens. Parce que, à force, ça va commencer par faire sens quand on va voir qu'il y a un tel écartèlement, en réalité, entre les uns et les autres, qu'il n'y a pas de ligne directrice. Et il va falloir essayer d'en tirer des conséquences sur vers où va l'Union européenne et sur ce qu'elle va devenir ou sur ce que va devenir cette chose ou ce que vont devenir les différents États et les différentes nations et quelles voies ils vont prendre. Alors, bon, pour commencer... Ça a l'air quand même de trembler sévèrement. Parce qu'on avait le mythe qui a été installé depuis longtemps, les 28, bon après c'était les 27, sont tous unis, bon à part la brebis galeuse là, de Orban, puis après la brebis galeuse de Slovaquie, puis après la brebis galeuse de Tchéquie, puis il y avait un peu la brebis galeuse moitié italienne, puis les brebis espagnols qui négocient leur bout de gras quand ils ont négocié leur bout de gras. Bon, tout ça, c'était difficile, il fallait colmater, mais là, il y a une rafale de trous dans la coque. Il y a une rafale de trous et c'était ce qui était encore plus intéressant, c'est que tout ça s'est produit au moment des fêtes de fin d'année dans les différents pays et dans les différents partis. Et ça a amené les uns et les autres à avoir des réactions qui n'étaient pas coordonnées en fait. En fait, les uns et les autres ont surtout dit ce qu'ils pensaient. Et alors là, c'est la grande pétaudière en fait, quoi. Ça a été la grande pétaudière à tout niveau. Ça a été la grande pétaudière au sein de l'Union européenne, ça a été la grande pétaudière en France. Voilà. Donc, ce qu'il faut remettre en perspective, c'est ce qui s'est passé avec l'enlèvement de Maduro et les réactions qui ont eu lieu le lendemain
globalement, parce que c'est quand même celle-là qui donne le là et qui donne le vrai positionnement des uns et des autres, je trouve. Et puis après, le fait qu'ils ont essayé de se raccrocher aux branches et de recréer du commun sans réellement y parvenir. Eh ben, on y va alors. Donc, on a dans la nuit du 2 janvier au 3 janvier 2026, opération sur Caracas, pas réellement de combat, un petit peu. Bon, Maduro est kidnappé avec son épouse, il est emmené à New York. Donald Trump fait une conférence de presse et il dit bon, voilà, on est allé le chercher parce que c'est pas un vrai chef d'État, c'est un criminel, hein, chef d'un clan qui bon n'existe pas visiblement, de cartel des soleils. Et puis quoi, on va diriger le pays, on va trouver un accord. C'était pas très clair. Bon, ce qui nous intéresse quand même, c'est le pétrole. Ça, au moins, on ne peut pas lui Il est honnête. reprocher de ne pas dire les choses à lui. Je crois que ça agace beaucoup de gens qui soient honnêtes d'ailleurs. Bon, on en reparlera. Et là-dessus, bah, dès le lendemain, est-ce que c'est légal? Est-ce que c'est pas légal? Est-ce que c'est du droit international? Est-ce qu'on peut aller chercher un chef d'État? Et là, comme tu dis, c'est la pétodière. En avant, vas-y, fais-nous le... C'est la pétodière. Juste, je reviendrai quand même sur un point, hein, parce que j'ai bien écouté les différentes analyses et je partage très largement ce que toi tu dis sur le sujet ou ce que Jacques, Sapir, vous dites sur le sujet. Je crois quand même qu'il ne faut pas qu'on minimise. Vous avez raison sur l'aspect pétrole. Tu le dis, hein, Trump s'en cache pas, donc il le dit. J'ai été regarder quand même, il y a à peu près 100 milliards d'investissements aux États-Unis depuis les années 2000 sur la bascule de leur industrie pétrolière pour lui permettre d'accroître ses capacités de raffinage sur du pétrole lourd. Alors, pas exclusivement avec l'idée du pétrole vénézuélien, mais si, à une époque quand même, c'était aussi pour s'adapter au pétrole vénézuélien. C'était plus le cas en dernière période sur les sanctions, mais les investissements ont repris encore à partir de 2023, ce qui sont quand même déjà des signaux. Quand tu as des sommes comme ça qui sont investies pour des capacités de raffinage si spécifiques et qui correspondent aussi bien à ce qu'est la nature du pétrole vénézuélien, c'est quand même des indices importants à prendre en ligne de compte. L'autre dimension, hein, je trouve Et celle-là, déjà, elle est importante parce qu'elle implique qu'il y a un procédé long. oui, C'est il y a une vision. comme l'accusation contre Maduro de narcotrafic date de 2011. Hein, Trump n'était même pas là, ne voulait même pas être président à ce moment-là. Donc, c'est long. Et puis, ça répond à la question qu'on se posait tous, d'un coup, hein, en fait. Parce que Madame von der Leyen, cet été, elle a signé pour 750 milliards d'achats de pétrole. Il n'avait pas, on l'a dit tout de suite dans les premières analyses. Il n'y a pas. Maintenant, il y a. Maintenant, ça, On va voir s'ils arrivent à mettre la main dessus. il y aura. Mais potentiellement, il y a. Et la deuxième dimension quand même que moi je veux vraiment souligner, parce que tout ça est quand même très entremêlé et il n'y a pas une seule raison qui fait que elle est liée au pétrole, mais elle est surtout liée au pétrodollar. Voilà. On ne peut pas s'empêcher de se rappeler que quand, à un moment donné, en 2000, Saddam Hussein dit qu'il va libeller, il va vendre son pétrole dans une autre monnaie que le dollar, ça c'est 2000. En 2003, il tombe. Quand Kadhafi dit en 2009, pareil, qu'il veut mettre en place une monnaie panafricaine, en gros le dinar or, Mauvaise idée. mauvaise idée, il a tenu derrière 2 ans. Bon, Maduro était un peu sur le même procédé. Il commençait à libérer son pétrole, notamment en yuan, mais pas simplement. Voilà, il le vendait aussi dans d'autres devises, avec les réserves qui sont les siennes. On comprend bien que les États-Unis, qui tiennent plus encore que sur leur défense et sur leur armée, mais sur la prépondérance du dollar, à chaque fois, ils font tomber les uns et les autres. Je crois que cette dimension est quand même très importante. Et à part dans des émissions comme celle que vous proposez sur Fréquence Populaire, je trouve que ça passe quand même beaucoup sous les radars des médias dominants, tout ça. On est je suis entièrement d'accord, c'est totalement fondamental. Dès la vidéo qu'on a faite dimanche, un peu à l'arrache, parce que c'était la rentrée, j'aurais bien aimé que Trump fasse son affaire 48 heures plus tard, après la rentrée, mais enfin bon, il a pas tout faire en même temps. On a quand même réussi à analyser ce qui, comme tu dis, est passé complètement sous les radars. C'est qu'on n'a pas oublié que Joe Biden, lui, avait demandé 3 fois à l'Arabie Saoudite d'augmenter sa production pour contraindre Poutine, et qu'à la fin, Ben Salman s'est mis d'accord avec Poutine, ils ont baissé leur production, et en plus, ça discute de vendre le pétrole saoudien en yuan aux Chinois. Oui. Donc, évidemment, s'ils arrivent, parce que c'est pas encore sûr, mais s'ils arrivent à mettre la main d'une manière ou d'une autre, avec ce gouvernement ou un autre sur le pétrole vénézuélien, ou partiellement,
Bah, ils ont un levier pour inonder le marché. Les jours où ils auront besoin d'inonder le marché, et pas d'attendre que Ben Salman dise oui ou non. Ouais. Parce que pour le moment, il a 3 fois dit non quand même aux États-Unis. Bah, c'est tout l'équilibre depuis 74, à partir du moment où ils ont négocié avec l'Arabie Saoudite le fait que le pétrole ne pourrait se vendre qu'en dollars. Voilà, c'est tout ça qui est quand même en jeu et qui est la grande toile de fond, je trouve, sur cette question. Bon, Alors, on y va. tu as bien noté que, bien évidemment, les Européens, personne n'a évoqué ça, personne est capable de faire une mise en perspective sur ces enjeux-là, personne Ça discute et ne le cherche à prendre de narcotrafiquant et hauteur. quand on est narco. Oui, mais c'est pas vraiment un dictat. C'est un dictat. Si, Ouais, c'est l'Union européenne qui réagit la première. Comme souvent en ces cas-là, les uns et les autres, là, ils ont les mains dans le pantalon, ils attendent que ça se passe. Et donc, c'est Kaja Kallas qui réagit avant même, je fais remarquer, l'intervention à 17h30, si j'ai bonne mémoire, de Donald Trump le samedi. Et pourquoi réagit-elle? Pour ne rien dire. Sauf que ne rien dire quand on est haut commissaire aux affaires étrangères de l'Union européenne, c'est déjà dire quelque chose. Elle fait un tweet à ce moment-là pour dire qu'elle s'est entretenue avec le secrétaire d'État américain Marco Rubio. Et voilà, c'est tout. Elle dit qu'elle s'est entretenue avec lui. Elle dit rien de plus. Elle dit pas qu'elle condamne ce qui s'est passé. Elle dit pas qu'elle condamne l'enlèvement. Elle dit pas qu'elle condamne la méthode. Elle ne fait aucun rappel au droit international ou à quoi que ce soit. Elle prend acte. Elle dit moi, j'étais au courant. Voilà. Moi, j'étais au courant et oh là là là, c'est nos amis américains. Donc, surtout, ne disons rien. Donc, sauf que Kaja Kallas, elle est toujours entendue par quelqu'un. Elle est toujours entendue par Emmanuel Macron, qui a été le suivant à réagir. Et le tweet de Macron, une fois de plus, c'est le suivant, oui. C'est le deuxième. Et ouais, c'est le deuxième. Et le tweet de Macron, c'est le décalque du tweet de Kaja Kallas. Comme à chaque fois, de toute façon, c'est comme s'il faisait des copier-coller les uns les autres. Bien. Ouais, c'est ça, il le tartine pour habiller les choses, mais ça va pas plus loin finalement. En tout cas, on a tous trouvé que c'était lunaire, comme pour un chef d'État français. Alors, c'est pas totalement perché, très honnêtement, tout le monde tombait de la chaise, y compris, mais on le verra peut-être tout à l'heure, y compris dans son propre camp. Pour que ça commence à faire des remous dans son propre camp, c'est qu'il faut qu'il soit dévitalisé, le président Macron, ça c'est une évidence. Mais il faut aussi que ça commence à les titiller sur le fond de ce qui est en train de se passer et sur le pourquoi d'une telle allégeance, finalement. Pourquoi laisser les mains libres à ce point aux Américains. Donc, on a eu ces deux premières réactions. L'autre réaction qui est venue rapidement, pour le coup, ça a été un contre-pied total. Elle est venue d'Espagne, c'est plutôt normal. Elle est venue du côté de Pedro Sánchez et du gouvernement, qui, eux, pour le coup, ont été les plus clairs au sein de l'Union européenne pour condamner ce qui se passait, pour condamner l'enlèvement, pour condamner la méthode, pour s'opposer aussi en tant que médiateur, voilà, pour se proposer en tant que médiateur, et donc pour reprendre, eux, une place sur la scène internationale, parce que le tweet de Macron, le mec, il a parlé pour rien dire, en fait, qu'il ait commenté ou qu'il n'ait pas commenté, nonobstant le fait que... On dirait un journaliste de l'ECI. Voilà, nonobstant le fait que c'est lamentable qu'un président français soit incapable de prononcer les termes minima attendus, mais au-delà de ça, il reste rien, et il reste rien sur le positionnement de la France. Ce que ne fait pas l'Espagne. Donc on a déjà un aparté sur Sanchez, pour ce qu'on veut, hein, c'est pas notre grand amour, je pense, mais au moins il agit comme un chef d'État. Il négocie le prix de l'énergie, il discute le bout de gras au sein de l'Union européenne et il obtient des choses beaucoup plus intéressantes que la France en partant d'une position bien plus difficile. Il refuse d'envoyer autant des mains complètement arrêtées en 2025 de moyens en Ukraine. Zéro. Pour l'Ukraine, l'Espagne a envoyé 0 euros sur 2025. Pas d'argent dans le budget, comme il dit. Il se positionne très clairement sur le Mercosur. Il est favorable au Mercosur, oui, mais il est engagé et il se bat pour que celui-ci soit signé parce que ça correspond à ses intérêts. Il a dit directement 5%, il avait dit non. Je crois qu'il avait dit non sur les 5% du PIB pour l'armement au niveau de l'OTAN, 5% du PIB du budget espagnol. Il discute directement avec les Chinois et lui, plutôt que d'attendre ce qui va se décider à Bruxelles, il négocie avec BYD
plutôt que de se faire juste comme ça inonder le marché, eh bien, il a négocié la présence d'une première grosse entreprise près de Saragosse pour 4 milliards d'euros quand même, et à peu près 3000 emplois, si je ne dis pas de bêtises, et il est en train de négocier pour une deuxième, me semble-t-il, près de Valence, qui est plus que dans les tuyaux. Sur Là. et sur l'Ukraine, je rajoute que sur l'Ukraine, on a parlé du fait qu'il avait donné 0 €, mais il n'a pas non plus, il s'est pas non plus précipité pour envoyer prétendument une force transnationale en envoyant des soldats, et il a dit qu'il mettait tout ça en discussion avec les différents partis de la scène politique espagnole. Voilà. Donc oui, on voit qu'on peut avoir, et c'est plutôt un bon exemple, des positionnements différents quand on regarde comment a agi Sanchez en Espagne. Et c'est le grand écart avec Macron. Mais au-delà du grand écart, il y a d'autres pays qui se sont positionnés, et ils ne se sont pas positionnés ni sur une position ni sur l'autre. Par exemple, il y a ceux qui sont positionnés globalement en soutien quand même des États-Unis. Je pense à Madame Meloni en Italie. Ça a été le cas de la Finlande, ça a été le cas de l'Estonie, ça a été aussi le cas en partie du Portugal. Les uns les autres avec un peu plus de nuances que M. Macron, et en faisant pour certains un rappel au droit international, mais ça a été le cas de ces pays. Il y a des pays qui ont eu une parole forte, propre, et qui, sans condamner directement, ont dit que on ne pouvait pas aller enlever un chef d'État, et on ne pouvait pas enfreindre les règles du droit international. Ça a été le cas de l'Allemagne, du Royaume-Uni, même s'il n'est plus dans l'Union européenne, de la Belgique, des Pays-Bas, du Danemark. Oui, il a eu du mal, Starmer, quand même. Il a eu du mal, mais il a été plus loin. Il a été plus loin qu'en Macron, par exemple. Il a été plus loin qu'en Macron. Et ça a été le cas du Danemark et des pays scandinaves. Je le mentionne parce que c'est des pays qui sont quand même plutôt des affiliés des États-Unis, et qui ont eu une parole, d'une certaine manière, plus libre que ce qu'a eu Emmanuel Macron. Donc on voit qu'il y a En parlant d'Allemagne, il y a Dmitri Medvedev qui fait des concours de trollage avec Trump, qui a dit ça nous ouvre une possibilité, on pourra aller chercher Merz. Commando. Bon, les uns les autres s'amusent de ça, en fait, voilà, parce que tout ça devient risible. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que sur ce premier sujet, qu'est le Venezuela, on a des positions qui ne sont pas alignées, que la position de la Commission européenne est une position isolée, que les seuls à défendre la position de la Commission sont les Français, et qu'il y a un espèce de grand écart entre des pays, je l'ai dit, comme l'Espagne, et d'autres comme l'Italie. Et entre les deux, il y a des pays qui essaient d'adapter leur prise de position pour rester dans un cadre un peu habituel, sans froisser, parce que c'est quand même ça l'idée, les Américains. Chose que n'a pas faite Emmanuel Macron. Alors je sais bien qu'il y a une réécriture derrière de l'histoire, comme toujours, où on est venu nous dire « Ah oui, mais le lendemain, ou 2 jours après, Macron recevait à l'Élysée l'armée des volontaires, là, la coalition des volontaires, et donc il fallait qu'il y ait les représentants américains qui soient là, ils ne pouvaient pas dire autre chose. Je pense que tout ça est de la réécriture a posteriori, et ne sert qu'à habiller plus que la faute de quart, l'erreur de positionnement initial qui désormais va le poursuivre. Je ne sais pas s'il avait besoin de ça, le pauvre Macron, pour déjà avoir été relégué en 2e ou en 3e division par les principaux dans ce monde. C'est très intéressant parce que tu l'as dit, la position d'Ursula von der Leyen de la Commission européenne est assez marginalisée, sauf France. Et quand on pense au voyage, par exemple, en Chine, Sanchez, il est tout seul, comme Merz est tout seul, et te dit Sanchez a négocié des avantages pour lui, ce qu'ont fait les Allemands aussi. Par contre, Macron emmène systématiquement... Toujours, fait bagage, il essaye toujours d'amener von der Leyen. Voilà. Puis une fois, il en est. Bon. Donc bon, c'est très étrange cette affaire avec Ursula. C'est très étrange, mais on y viendra peut-être quand on aura fait le tour des différents sujets, parce qu'en fait, il va falloir réfléchir à ce que devient l'Union européenne, quelles sont les visions qui sont en train de s'affronter pour l'Union européenne. Mais ce qu'on distingue déjà, rien qu'avec ce premier sujet, c'est qu'il y a un axe, non pas Paris-Berlin, mais il y a un axe Paris-Bruxelles, Bruxelles étant entendu comme le siège de la Commission, et que c'est un axe faible, en réalité.
parce que personne d'autre ne s'agrège là-dessus, et que Macron se raccroche à quelque chose qui est déjà, d'une certaine manière, en perdition et isolé. Voilà. Et c'est quand même un exploit, hein. Faut souligner, en dehors de la nullité généralisée de la présidence Macron, il réussit cet exploit d'être marginalisé, ridiculisé, y compris par le président des États-Unis. Ça ne sert à rien de faire. Il s'essuie les pieds dessus de manière supplémentaire. C'est qu'il réussit ça alors que la France a un siège au Conseil de sécurité, permanent au Conseil de sécurité de l'ONU et est une des rares nations nucléaires. Et puis une des 4 qui est avec la frappe en second rideau. Normalement, on devrait avoir, dans toutes ces histoires internationales, on devrait avoir un statut largement supérieur à celui qu'atteint par exemple Sanchez. C'est qui est quand même Mais désespérant. il se raccroche à ceux qui servent le plus de paillasson, en réalité, aux Américains et aux autres. Madame von der Leyen, on a bien vu cet été, quand elle a été sur le golfe de M. Trump en Écosse pour signer l'accord dont tu parlais tout à l'heure, sur les tarifs douaniers, mais sur les 750 milliards d'euros d'hydrocarbures, sur les 600 milliards d'euros d'investissement aux États-Unis. On a vu comment elle était le paillasson et la porte d'entrée, en réalité, de Donald Trump. Et c'est à elle que se raccroche Macron, parce que si j'évoque ça, c'est que je rajoute, il y a une question qui était encore en suspens au moment de cet accord. Parce que ça avait été discuté à l'époque. C'était la question des 15% de taxes minimales pour les entreprises, et qui devait frapper toutes les entreprises. Mais les Américains ne voulaient pas que ça touche leurs propres entreprises. Et là, aux surprises, lundi 5 janvier, on a les Américains, le secrétaire au Trésor, je crois, qui vient, Bennett, voilà, et qui vient et qui nous dit c'est une grande victoire, les entreprises américaines ne seront pas touchées par cette taxe. Oui, c'est ça, il a qualifié ça de victoire historique. Ouais. Et victoire historique pour la souveraineté américaine et la protection des entreprises et des travailleurs américains. Voilà, c'est sa formule, et ça donne une idée. Donc, qu'est-ce que c'était que cette taxe? C'était la taxe que les différents pays pouvaient faire payer aux entreprises américaines, pour éviter notamment qu'elles fassent plus que de l'optimisation fiscale, pour éviter qu'elles fassent de la fraude fiscale, et pour pouvoir taxer leurs dividendes. Et finalement, le fait d'exonérer officiellement les États-Unis de cet accord, qui est un accord quand même énorme, c'est un accord qui a été discuté dans le cadre de l'OCDE, avec 145 pays autour de la table, ça veut dire qu'on cède complètement et qu'on reconnaît de fait le principe de l'extraterritorialité du droit américain. Voilà. C'est rien moins que ça, et ça s'ajoute finalement à la dette von der Leyen qui a été contractée cet été, mais qui est une dette qui est reprise à son compte, puisque c'est ça la discussion, par Emmanuel Macron. Voilà. Les deux ont la même attitude vis-à-vis des Américains. Je me permets encore un aparté, mais ça correspond bien à ce qu'on a vu avec Pedro dès le sommet des BRICS à Kazan, qu'on avait couvert avec les débuts de Fréquence Populaire, qui est que, en fait, derrière un visage bien amène, les BRICS construisent un système un autre système onusien, c'est pas ONU, mais parallèle, parce que c'est ce qui ressort tout le temps, que ce soit les Chinois, les Indiens, ou les Russes évidemment. On ne peut pas faire confiance aux Occidentaux, et en particulier aux Américains, quand on est d'accord à négocier. Les 15%, comme tu as dit, c'est tous les pays, c'est 130 pays, c'est énorme. C'est les accords sur le nucléaire iranien, c'est 15 ans de discussion avec 25 pays. Et Trump en sort. C'est Bush qui était sorti des accords missiles, antimissiles, enfin, une sorte. Et là, on a appris ce matin qu'il sortait de 60 autres organisations internationales directement. Comment faire confiance à la signature de ces gens-là? Et ce qui va être intéressant d'analyser, c'est comment l'ONU réagit, ou plutôt ne réagit pas, en fait. Comme chacune de ces grandes organisations qui, à un moment donné, est confrontée à un dysfonctionnement de structure, parce qu'en réalité, c'est ça qui se passe, il y a cette incapacité à être capable d'évoluer pour recréer un cadre, je sais pas moi, pour l'ouvrir, par exemple, pour redéfinir des règles du jeu communes. Il y a cette incapacité-là à être capable de se repenser dans ce propre cadre et finalement d'attendre sa propre mort. C'est ce qui s'est passé, si on se souvient bien, avec la SDN, par exemple. C'est très exactement la même chose. Et je crois qu'on est à l'aube de ça, en fait. L'ONU va vivre, est en train de vivre la même fin que celle qu'a connue la SDN. Je crois que c'est exactement ça. D'ailleurs, vous avez sur
la page fréquent.pop.media, tout le texte du discours de Jeffrey Sachs. Et sur la page YouTube de Fréquence Populaire, vous avez la traduction, si vous voulez l'écouter, traduction ONU de l'intervention de Jeffrey Sachs au Conseil de sécurité de l'ONU. Il dit exactement la même chose que toi. Il est désespéré. On le voit au mot choisi, au ton choisi. Il dit ça ressemble maintenant à la Société des Nations. Soit, bon, il ne le dit pas jusqu'au bout, mais il dit, on lit entre les lignes, soit on fait ce qu'il dit de faire, c'est ce que tu dis, se repenser, soit c'est fini. Ouais. Et c'est un truc quand même incroyable. Bon, passons à notre deuxième sujet, tout ça est lié, tu as commencé à en parler. Ce qui a permis à Macron d'essayer de se rattraper aux branches par rapport à son tweet sur le Venezuela, sur l'opération Venezuela, c'est... Juste, pardon, parce qu'on a fait le tweet Macron-Venezuela, mais Macron a quand même réussi à faire un deuxième tweet dans la foulée sur Maria Corina Machado, cette grande prix Nobel de la paix. Prix Nobel de la paix, prix Václav Havel, prix Sakharov du Parlement européen. C'est-à-dire que... Ce qui amène deux réflexions. Donc la première, c'est que qu'est-ce que Macron va faire un deuxième tweet immédiatement après pour essayer d'installer Madame Machado en réalité en dépositaire du pouvoir états-unien. Je t'ai dit que tout ça, c'était dans la journée du samedi, avant même que Donald Trump s'exprime. Et quand Donald Trump s'exprime à 17h30 dans l'après-midi, Macron a tweeté avant, sauf que Trump détruit Machado à ce moment-là, dans son intervention. Et donc, voilà, Macron se retrouve avec ces deux pauvres tweets qu'il a fait sur elle, puisqu'il les a traduits en espagnol et en français. Voilà, il est passé complètement encore à côté. Voilà. Il essaie de se repositionner, il essaie de faire croire qu'il est l'un des acteurs, mais en réalité, il n'a même plus la lisibilité. C'est comme s'il n'était plus au courant des choses, en fait. Voilà. Il n'est plus dans le secret des dieux. Il n'est même plus dans le secret des dieux. C'est-à-dire que non seulement il n'agit pas, mais il n'est même plus à la table des discussions. Elle reçoit un coup de fil de roue. Alors qu'elle aurait reçu un coup de fil. Non, la deuxième réflexion que ça m'inspire, c'est qu'à un moment donné, il va peut-être falloir poser quand même publiquement la place de tous ces gadgets qui en réalité sont des instruments de lobbying et de soft power aux ordres de quelques personnes que sont le comité Nobel ou toutes ces conneries là, à laquelle les uns et les autres cotisent. Je le dis parce que le prix Nobel, ils sont tous là, les commentateurs en France et ailleurs, à venir nous dire que c'est quelqu'un de formidable, que le prix Nobel de la paix, c'est quelque chose de très important, et à créer artificiellement une assise à un personnage, que ce soit Mme Machado cette année ou que ce soit d'autres. Mais c'est la même chose, par exemple, pour le Parlement européen, qui lui-même a voté une résolution en soutien de Mme Machado l'année dernière. Et tous ces gens-là sont des inconséquents, en fait. Voilà. Ils font de la géopolitique, de la politique internationale comme leur petite politicaillerie de tous les jours, sur des oui-dire, sur des on-pense, sur de la bien-pensance, en se disant le monde, il est tout joli, tout gentil, et si lui, je l'aime pas, eh bien, elle doit être très bien. Sauf qu'avec quelqu'un comme Trump ou avec d'autres, ils se rendent compte que tout ça peut avoir des conséquences. Le prix Nobel, il n'a pas servi à installer Madame Machado, il a servi à mettre le focus sur la question du Venezuela, et donc il a participé derrière. Il a été complice, ce prix Nobel de la paix, de l'initiative et de la capacité de Trump à prendre cette initiative. Je ne dis pas que Trump n'aurait pas pris l'initiative s'il n'avait pas eu le prix Nobel de la paix. Je dis que ça a été construit et ça lui a facilité le terrain, et que donc tous ces gens-là, donc ces instances pourries, sont complices. Et on y voit là le temps long, parce que le prix Nobel c'est 2025, donc c'est sous la période de Trump, mais le prix Sakharov du Parlement européen et le prix Václav Havel en tout cas c'est l'Europe aussi, Oui. Les trois Machado, les deux autres, c'est 2024. Ouais, c'était fin 2024. C'était Biden. Mm. Donc, bon, on va le voir pour le reste, mais les Européens, c'est quand même des bons élèves qui se font punir, et ils ne comprennent pas pourquoi. Mais on a fait comme c'était dit. Donc moi, j'ai soutenu Madame Machado. Pourquoi Et justement, donc il réunit la coalition des volontaires le 6 janvier. La coalition des volontaires, donc on rappelle que quand même, il a réussi à avoir l'idée génialissime de prendre le nom de la coalition choisie par George W. Bush, qui n'avait pas l'accord de l'ONU pour aller faire la guerre en Irak. Donc il reprend le même nom. Hein, c'est bon. Voilà, ça monte le niveau quand même. Donc coalition des volontaires, une trentaine de pays là, qui sont là.
on a Volodymyr Zelensky, évidemment, qui a une tête de plus en plus désespérée. Il en sort quoi? Il en sort une décision qui est très exactement la cause de la guerre. C'est-à-dire qu'ils disent, nous allons, après la paix, bon, je ne sais pas comment c'est ça, après la paix, déployer une force multinationale européenne, visiblement composée exclusivement de Britanniques et de Français. Comme on a vu avec Jacques Sapir, les deux réunis, c'est 10 000 hommes maximum. Macron a annoncé que ça pourrait être qu'à 6 000 militaires français. Oui, c'est ça, 10 000 hommes. Voilà, dans ces eaux-là. La France, 6 000 hommes, bon voilà. Et donc, dans ces eaux-là, 10 000 hommes après la paix. Et donc, la guerre du côté russe, qu'on n'aime quand même pas. Enfin bon, et comme il gagne, il faut un peu écouter ce que dit l'opposant. C'est non-entrée de l'Ukraine dans l'OTAN et pas de déploiement de troupes de pays de l'OTAN en Ukraine. Donc, eux, ce qu'ils proposent, c'est on va faire ce pourquoi vous êtes entrés en guerre. Donc, c'est une continuation de la guerre. Qu'est-ce que tu vois, toi, par rapport à cette... qu'est-ce qu'elle nous dit, cette coalition des volontaires qui s'est réunie à Paris? Bon, d'abord, j'ai eu la même première réaction que toi, c'est-à-dire que j'avais entendu ce qui était l'une des lignes rouges des Russes qui disait quand ça sera terminé, une force internationale, oui, mais pas composée des Européens. Moi, je ne vais pas venir sur ce terrain parce qu'à la rigueur, les Européens, ils voudraient jouer le rapport de force avec la Russie. Ok, qu'ils jouent le rapport de force avec la Russie. Mais je suis d'accord avec toi, ce n'est pas la meilleure manière de procéder. Mais admettons même qu'ils veuillent bomber le torse et dire « Allez, on va essayer de leur imposer ça ». Mais ce qui est fou, c'est que cette réunion du 6 janvier, elle était caduque, même pas 24 heures après. Elle était caduque même avant la fin de la réunion. Pourquoi ? Parce que Macron nous a à nouveau vendu du vent à la sortie de cette réunion qu'il a réunie à l'Élysée. Il a dit, je le cite, c'est la conférence de presse de Macron à la sortie, que cette réunion avait permis de mettre en place des mécanismes de surveillance du cessez-le-feu qui seront placés sous un leadership américain. Donc déjà, on est très content de dire qu'on va envoyer des troupes, on va continuer à envoyer du matériel, on va continuer à envoyer de l'argent, mais sous leadership américain. C'est Macron qui le précise. Quand on a un vassal. Voilà. Sauf que, et il nous dit, et on nous dit, le bilan de sortie de la réunion, c'est on nous dit qu'il y a un engagement américain à soutenir la force qui serait la force multinationale en cas d'attaque russe. Sauf que, on apprend que cet engagement américain a été évoqué dans la réunion, mais ne figure pas dans le compte-rendu final. Donc on se place sous leadership américain. Finalement, les Américains ne s'engagent pas à hauteur de ce qu'ils ont dit. On est en train de nous vendre du vent. Et c'est ce qui fait que Zelensky, moins de 24 heures après, se permet de dire que finalement, il n'est rien sorti de concret et que la réunion n'a pas été jusqu'aux attentes qui étaient les siennes. Macron, il faut imaginer le truc. Macron se démène, brasse du vent pour, au final, se prendre un taquet derrière la tête par Zelensky. D'accord ? Il faut imaginer ce que c'est que le rapport de force international quand on en est là. Voilà. Donc voilà, Macron fait le service après-vente, tu vois, c'est Omar et Friend, le mec qui sort des réunions comme ça, et en fait, voilà, il fait marrer tout le monde, quoi. Voilà, moi je crois que le bilan de cette réunion, c'est celui-là. Mais ça, c'est le bilan le bilan finalement du commentaire, parce que l'Union européenne, Macron, tous ces gens-là ne font plus que du commentaire. Sauf qu'il y a des conséquences derrière politiques. Et c'est ça là peut-être que Macron ne mesure pas. C'est que tout ça participe, et on revient à ce qu'on fait depuis le début de cette émission, à la dislocation, à l'écartèlement des pays de l'Union européenne entre eux. Parce que tu l'as dit, des participants, des gens qui ont acté leur participation, il n'y en a pas 50 000, hein. Il y en a 2. La France et le Royaume-Uni, qui fait d'ailleurs même pas partie de l'Union européenne. Les deux ont acté leur participation. Mais les autres, ils n'ont rien acté du tout. Hein. Ils ont signé un bout de papier. Et donc là encore, on a toute une échelle des positionnements. Alors je te l'ai fait parce que j'ai été les voir pays par pays. Il y a ceux qui étaient signataires, qui se sont dit favorables à cette force multinationale et qui n'ont pas tranché par contre du tout sur l'envoi de troupes. Alors c'est l'essentiel, c'est la Belgique, les Pays-Bas, le Danemark, les pays scandinaves.
Donc eux, c'est ceux qui sont quand même les plus en pointe, normalement, pour défendre et pousser l'Ukraine. Eux, ils ne se sont pas engagés à fournir de troupes du tout. Les choses vont être éventuellement discutées chez eux. Bon, elles sont en train d'être enterrées, mais potentiellement, elles seront discutées. Ça a été la réaction espagnole. Je rigole à coup, parce que quand j'ai servi en Afghanistan, à un moment, il y a un petit contingent qui était envoyé à Kandahar de Hollandais. Alors, ils se sont fait attaquer par des... C'était très violent pour eux. Les bisounours européens se sont retrouvés avec des guerriers qui viennent des montagnes. Ils les ont repoussés, avec force perte pour les talibans. Mais 2 semaines après, tout le contingent rentrait traumatisé en Hollande. C'est dire... Non, mais voilà. Enfin, peut-être ça fait réfléchir. Enfin, on est russe, donc on est au niveau un peu au-dessus. On sait quelles sont les capacités de projection de ces différents pays. À cette liste, je rajoute l'Espagne, dont je t'ai dit tout à l'heure que Pedro Sánchez avait annoncé que je vais réunir les différents partis, sachant ce qu'est le bazar politique actuellement, gouvernement espagnol et l'ensemble de la scène politique espagnole, pour discuter de cette question. Bon, quand on rappelait les positions espagnoles ces derniers mois, ne serait-ce que sur toute l'année 2025 pour le non-financement et le reste, on peut raisonnablement penser qu'il y a peu de chances qu'il y ait des troupes au sol espagnoles. Je continue mon petit bilan. Ça, c'est ceux qui étaient favorables, mais par contre, on n'y va pas. Il y en a qui ont dit on est hyper favorable, super favorable. On va y aller, mais pas en Ukraine, quoi. C'est-à-dire qu'on va être une... Ça, c'est les Allemands. C'est le coup génial de Merz. Le mec a quand même annoncé... Il veut aller où, lui? Dans d'autres pays. Ah, ok. Il veut déployer une force allemande au sol, mais dans d'autres pays. Au Portugal. Voilà. En Roumanie, peut-être? Non, mais c'est véridique. Il a décidé qu'il était d'accord pour participer, il était d'accord pour l'envoi de troupes au sol, mais pas en Ukraine. Donc voilà le positionnement de... Mais il faut imaginer tout ça du Kremlin, le sérieux que ces gens projettent face à des gens qui, eux, sont très sérieux et dangereux. C'est incroyable. Sachant que donc, ces gens-là vont être forcément tiraillés, parce qu'il y a aussi ceux qui ne sont pas du tout pour l'envoi de troupes au sol. Par exemple, l'Italie, qui est plutôt en soutien à la cause ukrainienne, mais qui a exclu très clairement, et je cite le communiqué de la présidente du Conseil italien, l'exclusion de l'emploi de troupes italiennes au sol. C'est un communiqué du 6 janvier de Madame Meloni. C'est le cas aussi de la Pologne. Les Italiens sont reliés aux Américains. Si les Américains avaient dit oui au niveau... On le verra sur le Mercosur, c'est directement relié aux Américains. On l'a vu sur les prises de position suite sur le Venezuela. On le verra sur le Mercosur. On le voit là aussi. Donc parmi ceux qui... Meloni fait avec Trump ce que Sanchez fait avec Xi Jinping. Elle négocie directement des avantages pour elle. Directement. On va y venir et je crois que ça sera ça l'une des conclusions. Il y a des pays au sein de l'Union européenne qui sont déjà rentrés dans cette, non pas dans le multilatéralisme, mais dans le monde apolaire, moi dont je vous parle d'émission en émission, c'est-à-dire des gens qui veulent avoir des relations avec les uns et les autres, mais qui ne veulent pas être rattachés et affiliés à quelques blocs, que ce soit quelques blocs, quelques empires, quelques forces que ce soit. Je rajoute juste donc aux côtés de l'Italie, la Pologne, la Hongrie, la Roumanie, la Slovaquie. Bon, on voit bien là encore que tout ça est totalement éclaté. La Pologne, c'est marquant, hein, la Pologne. Bah oui. Enfin, que la Pologne dise ça, enfin, c'est quand même eux qui sont géographiquement, historiquement, en première ligne quand même. Même ils ont été en première ligne non officiellement, plusieurs milliers de morts quand même sur le front. Alors des volontaires, mais et puis ils sont engagés largement en fourniture d'armes, de soutien politique. Enfin, il y a tout un tas de problèmes avec l'Ukraine, mais quand même. Bon, et donc finalement, l'isloc, ce truc. Oui, mais finalement, et donc la coalition des volontaires de Macron, c'est quoi en fait? Ce truc-là est un truc totalement contre-productif en réalité. Il va pas faire avancer les choses. Et là, on revient à la question de fond. Est-ce que c'est une solution qui est à même aujourd'hui, au regard du rapport de force, d'être acceptée par les Russes? Je ne suis pas sûr. Tout est histoire de rapport de force, hein, toujours. Hein. Bien évidemment que si le rapport de force n'est pas favorable aux Russes, peut-être qu'on pourrait imposer une force multinationale formée d'Européens. Bon, ben là, il me semble que ce n'est pas forcément le cas et que c'est pas gagné. D'ailleurs, les Américains s'en sont dégagés. Et qu'entraîne Macron, c'est que sa pseudo-coalition des volontaires, en fait, il se retrouve à 2. Voilà.
à deux, et avec derrière tout l'échantillon des possibles, où chacun finalement va qu'à ses petites occupations au sein de l'Union européenne, chacun va qu'à ses petits intérêts, avec l'élément marquant quand même de l'Allemagne, parce que ça nous a fait marrer, l'Allemagne, mais c'est quand même pour moi l'élément marquant. Jusqu'à maintenant, quand même, la coalition des volontaires, ils étaient 3. Il y avait Merz quand même dedans. Ouais. Mais là, le coup du on envoie des soldats, des troupes au sol, mais pas en Ukraine, bon, c'est bon, ils sont plus que 2, quoi. Le mec, il est sorti. C'est une pirouette absolument extraordinaire. J'allais dire, du côté des Russes, ça, c'est les avantages même. C'est ça qui est incroyable. Parce que ça leur permet, parce qu'eux, ils veulent continuer à avancer. Il ne faut pas très confiance à Trump ni à qui va le suivre. Enfin, bon. Donc, ce chaos leur permet dans les négociations de dire, bon, c'est pas très clair ce qu'ils vont faire après, nous on continue. Bien sûr, Quand vous les aurez calmés, Trump. Oui. Peut-être, mais là, non. Mais c'est assez cocasse, mais assez triste, de penser que Macron est un élément dislocateur, finalement. Lui, il essaie de se prétendre en élément fédérateur, et en réalité, c'est lui qui met à jour, il l'avait déjà fait en réalité, qui met à jour les contradictions internes aux pays de l'Union européenne. Vu ce qu'il a fait avec la France. C'est un talent, il va rentrer dans l'histoire quand même. Grâce à ça, il faut bien rentrer pour quelque chose dans l'histoire. Après, on a... Mercosur, c'est le troisième exemple. Voilà. Bon, ça a été mis un peu sous le tapis parce que la révolte des agriculteurs avant les vacances, et puis on avait analysé avec toi, tu avais analysé que c'était pour mieux sauter plus tard. Et que... Le janvier, de toute façon la date avait été très vite annoncée, et qu'il y avait une signature qui était prévue le 12 janvier. En espérant que tout ça se calme chez les agriculteurs, ce qui n'est pas trop le cas. Hein, c'est ça. En tout cas en France. Sauf qu'il faut rappeler comment ça se passe. La France, puisqu'elle fait des choix formidables, n'a plus voix au chapitre, puisqu'elle a délégué la signature sur ces aspects-là à l'Union européenne et à la Commission européenne. La seule solution pour la France de bloquer tout cela, ça se joue au Conseil de l'Union européenne, à la réunion des chefs d'État et de gouvernement. Donc ça ne se joue pas au Parlement, on s'en fout. Ça se joue pas directement au sein de la Commission, ça se joue au Conseil de l'Union européenne. Et là, il y a deux dispositifs qui permettent de trancher ça. Il y a le principe de la majorité qualifiée. Donc, pour faire adopter une résolution, une démarche, il faut avoir, dans ce cas-là, 55% des États, c'est-à-dire 15 États sur les 27, et au moins 65% de la population de l'Union européenne. Ou alors, si on veut le faire bloquer à l'inverse, il faut avoir donc au minimum 35% de la population de l'Union européenne, mais être au moins 4 États. C'est-à-dire plus que les 3 grands, en réalité. Ça, c'est pour que les 3 grands ne puissent pas bloquer quoi que ce soit juste à eux seuls. Donc, bon, là, ce sur quoi se joue la signature du Mercosur, en réalité, c'est sur les 65% des populations de l'Union européenne. Et qu'est-ce qui peut faire la bascule? On l'avait dit dès le début, c'est la place prépondérante de l'Italie. Qu'a fait l'Italie? Or, l'Italie a négocié selon ses propres intérêts. Parce qu'au moment où on est en train de négocier le Mercosur, Madame Meloni a des intérêts bien plus importants sur la préparation du budget pluriannuel. Je vous en ai déjà parlé dans d'autres émissions, la préparation qui est en train d'être faite du budget pluriannuel 2028-2034 de l'Union européenne. Or, que voit-on dans ce budget pluriannuel? C'est que la PAC, toutes les aides aux agriculteurs, vont fortement baisser. Sur le précédent budget pluriannuel, c'était 386 milliards d'euros. Sur le budget à venir, c'est plus que 300 milliards d'euros. Dans le précédent budget, ça représentait 20% du budget de l'Union, 26% pardon, du budget de l'Union européenne. Là, ça en représentera uniquement 16,5%. Donc, c'est ça qui est en train de se préparer. Sauf que Madame Meloni réclamait plus pour ses agriculteurs. Elle a donc dit, oula, fin décembre, tiens, on va peut-être pas signer tout de suite. On va essayer de faire monter les enchères. Et elle a bien fait, puisque Madame von der Leyen, qui est prise dans des feux croisés sur tous ces sujets, a été obligée de lâcher, et a lâché une rallonge pour la PAC, mais qui va être bien ciblée et qui va servir notamment les agriculteurs italiens, une rallonge de 45 milliards d'euros. C'est ça l'annonce qui a été faite, et c'est ça qui fait que l'Italie a décidé
finalement, en ce début d'année, de passer du rang de ceux qui refusent le Mercosur ou qui le bloquent potentiellement, à ceux qui l'acceptent. Et donc, voilà, Macron se retrouve à continuer à faire des moulinets de bras, à dire « Ah ben non, 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 nous on n'est pas d'accord, jamais celui-ci ne s'appliquera, les agriculteurs, vous pouvez me faire confiance, et patati et patata. » Voilà. Et donc, Qui, alors qu'on enregistre, sont sur les champs, sont mobilisés une bonne partie sont bloqués. le 6 janvier, se sont retrouvés, certains n'ont pas pu rentrer dans Paris, mais la colère et l'exaspération est immense dans ce milieu-là, parce que justement, il y a tous ces enjeux qui se superposent. Oui, il y a la dermatose nodulaire, mais à côté de ça, les agriculteurs, ils sont attentifs à la PAC 2028-2034. Ils savent ce qui va se passer avec le Mercosur. Et ils voient bien à l'Ukraine depuis 3 ans. attentifs à l'Ukraine et ils voient bien qu'on est en train de les enfumer. Voilà, quand Macron avait bombé le torse il y a quelques semaines en disant ne vous inquiétez pas, le Mercosur, je vous en protégerai. Bon, on voit bien que tout ça ne tient pas. Il avait tenté les clauses miroirs. On a très vite, tout ça a été très vite débunké par les spécialistes. Là, le premier week-end de l'année, il a envoyé Mme Genevard, sa ministre de l'Agriculture, dire dans le JDD que finalement, on pouvait passer un texte en France qui empêchait la mise en vente de tous les fruits et légumes et de tous les produits qui contenaient des résidus de certains pesticides. Sauf qu'on s'aperçoit très bien que les agriculteurs sont pas dupes. Hein. Déjà, les résidus de pesticides, ça ne veut pas dire que les produits ne sont pas utilisés en Amérique du Sud avant d'être envoyés. Ça ne règle pas la question. Et puis surtout, ça règle encore moins la question du fait que tous ces produits vont arriver par le port d'Anvers, vont être envoyés ensuite dans notre pays, et qu'il n'y aura personne pour ensuite vérifier la qualité de ce qui est. Je crois que c'est toi qui donnes souvent un exemple de la vérification des containers au port du Havre. On est à quoi, 1,7 pour 1000 ou un truc comme ça? 2, 3, ça dépend du mois. Ouais, bon, les jours où ils en vendent dans le dos, ça doit faire 2 ou 3. Ouais. Bon, voilà. Sur 1000. Sur 1000. Mais imagine le taux de contrôle par rapport à ce qui rentre sans problème, donc avec d'autres normes à Anvers, et ce qui rentre ensuite en France. Donc, j'ose même pas imaginer le taux résiduel que tout cela représente. Qu'on a déjà, parce que quand on regarde par exemple le miel, c'était du miel des fois, il y a les pots là en liquide. Quand on regarde derrière, souvent c'est le miel, surtout millefleur, c'est du miel qui est et de l'Union européenne et associé à des miels d'Amérique latine. C'est déjà comme ça, t'imagines. Donc voilà, donc le Mercosur, c'est une défaite de plus, hein, très clairement, pour la France. Ah, c'est quand même ça le vrai problème. Et c'est une victoire pour d'autres. Voilà, parce qu'il y avait les partisans et les détracteurs. Voilà. Et là, il fallait se positionner. On était dans un camp ou on était dans l'autre, en fonction de ses propres intérêts nationaux. Enfin non, à part la France qui fait des positions de principe, on ne sait pas trop sur quoi. Et donc, là encore, j'ai fait le petit tour pour regarder qui était positionné comment. Parce qu'on aurait pu s'attendre qu'il y ait 2 camps bien établis, qu'il y ait juste les quelques-uns qui veuillent bloquer. Mais en fait, non, ça va beaucoup plus loin. Le front du refus en décembre, c'était la France, la Pologne, l'Irlande, l'Autriche, les Pays-Bas, la Belgique, la Hongrie, l'Italie. C'était pas rien quand même. Non. Maintenant, l'Italie saute. Voilà. Et bascule de l'autre côté. Donc, elle bascule aux côtés de l'Allemagne, qui pour le coup, on l'a bien vu, s'est battue pour ses propres intérêts, pour ses débouchés en termes de machines-outils, en termes d'automobiles, etc. De l'Espagne aussi, qui est très favorable au Mercosur, du Danemark, de la Suède, de la Finlande, du Portugal, de l'Estonie, de la Lettonie, de la République tchèque. Voilà. On voit bien la séparation qu'il y a aussi sur ce sujet-là. Et tu vois que tout ça commence vraiment à faire beaucoup. Tu y rajoutes, si tu veux, ce qui se passe sur les questions que tu connais mieux que moi de la défense et de l'armement. Voilà. Moi, j'ai regardé ceux qui ont acheté du matériel américain, par exemple, mais juste sur les 6 derniers mois, tu vois, j'ai pas été faire tous les achats de F-35 depuis sur les 5 dernières années. Juste sur les 6 derniers mois, c'est-à-dire alors que la crise est déjà ouverte avec les États-Unis.
Bah, moi, j'ai trouvé que les Danois ont annoncé, là, juste avant la fin de l'année, le 29 décembre, ils ont vu l'achat de 1,8 milliard d'euros d'avions de patrouille aux USA qui a été approuvé par les Américains. Juste avant, il y avait la commande de 236 missiles RR pour 4,7 milliards de dollars. Il y a eu la commande de leurs missiles pour les F-35, parce que maintenant qu'ils ont acheté les F-35, il faut bien les équiper, pour 318 millions d'euros. Je parle juste des dernières semaines, là, en disant ça. Ça, c'est le Danemark. Les Italiens, ils ont annoncé en décembre l'achat de 100 missiles de croisière pour 301 millions de dollars, là aussi, pour armer leur F-35. La Belgique, c'était 578 missiles pour 568 millions de dollars. La Pologne, à l'automne, ils ont passé un contrat là aussi pour des missiles pour 1,33 milliard. J'en donne juste un ou deux pour qu'on ait une idée des pays et des sommes. L'Allemagne, ils ont acheté dans la deuxième partie de l'année des missiles surface air pour 3 milliards et demi de dollars. Et il y a un nouveau projet de 750 missiles solaires pour 3 milliards de dollars de plus. Tu rajoutes les achats conjoints dans le dispositif Pearl, tu sais, ce dispositif où tu passes commande par le biais de l'OTAN et tu es obligé d'acheter du matériel américain. Ceux qui ont cotisé pour ça, c'est la Norvège, le Danemark, les Pays-Bas, la Finlande. Et de mémoire, je crois qu'ils ont déjà mis au pot un peu plus d'1 milliard d'euros, 1,2 milliard d'euros, je crois. Bon, voilà. Tout ça te donne une idée. C'est bien Trump, hein. Alors que nous, la défense européenne. Bon. On voit les lignes de fracture qui sont en train de se mettre en place. Je pourrais rajouter les dernières, qui sont celles sur ce que j'évoquais, c'est-à-dire le futur budget pluriannuel de l'Union européenne. Parce que là-dedans, on a ceux qui cherchent à avoir des dispositifs intégrés au sein de l'Union européenne et à renforcer la structure, la technocratie européenne, à construire en réalité l'impérium européen et européiste. Ça, c'est Emmanuel Macron avec sa souveraineté européenne. Il y a ceux qui sont dans un cadre et qui ont encore une visée d'une Europe fédérale. Il y en a de moins en moins, on va y venir parce que je crois que ça, c'est dépassé. Et puis, il y a ceux qui sont sur des positionnements de retour. Oui, tu as raison. De retour vers de la gauche. aux États-nations. Je reviens d'un mot sur mon impérium technocratique bruxellois et sur le fait qu'il faut le nourrir. Parce que il y a un exemple qui était relié à la question du Mercosur et aux agriculteurs. Tu sais que le 1er janvier est rentré en vigueur le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, c'est-à-dire une forme de protectionnisme européen auquel moi je souscris complètement sur son principe. Par contre, comment fonctionne ce mécanisme d'ajustement structurel aux frontières? Déjà, il n'est pas réglé d'État à État, il se règle d'entreprise à entreprise. Et il va toucher notamment les agriculteurs parce qu'il y a des importations importantes d'engrais. Et pour faire de l'engrais, il y a un coût carbone qui est très élevé. Donc les agriculteurs, mais toutes les entreprises, vont devoir passer par un principe déclaratif pour déclarer puis payer la différence de taux par rapport à ce qui est fixé au sein de l'Union européenne si elles importent des produits avec un trop haut niveau carbone. Mais d'abord, la première chose à voir, c'est que c'est un principe déclaratif, mais on n'a rien trouvé de mieux que de faire un principe déclaratif. Il faut remplir 158 pages. Voilà. Le document, c'est 158 pages à remplir pour déclarer la différence de quota carbone si tu en importes, et ensuite pour passer à la caisse. Mais c'est pas tout. Une fois que tu as déclaré, oui, tu passes à la caisse. Très bien, tu fais payer la différence de prix, alors tu te démerdes avec celui qui est en face de toi, hein, tu fais en sorte que ce soit lui qui la paye. Bon, tout ça, c'est de la discussion de gré à gré entre les uns et les autres. Mais à qui tu la payes? Ça fait partie, attention, des ressources propres de l'Union européenne. Ça veut dire que ce mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, l'argent, ne part pas ici auprès des impôts et auprès du Trésor pour aller sur des choix d'intérêt général, mais il part directement, je dis bien directement, dans le budget de l'Union européenne. Cela, c'est trouver un impôt. Voilà, ce mécanisme carbone, il y est depuis un certain temps, mais là, le mécanisme d'ajustement carbone, il tombe dans cette niche-là, et donc c'est une manière, effectivement, d'augmenter en propre les ressources de l'Union européenne. Et ce qui est le grand dessein de Macron et d'Ursula von der Leyen, ce dont ils parlent l'un et l'autre, c'est que l'Union européenne ait ses propres ressources, et donc puisse exister par elle-même, c'est-à-dire se substituer ensuite, derrière, au cadre des États-nations.
Et donc voilà, on en arrive à ce que j'ai essayé de décrire là, dans cette espèce de grande pagaille du positionnement où maintenant chacun fait un petit peu ce qu'il veut, chacun a son positionnement propre. On n'est pas dans ce qu'on a connu jusqu'à maintenant, hein. Oh, j'en entends déjà là qui doivent être en train de se dire oui, mais l'Union européenne, ça a toujours été ça, des rapports de force interne, des discussions entre les uns et les autres. Là, on n'est plus là-dedans. Là, aujourd'hui, on est dans du clivage assumé par les uns, dans le déni du clivage par les autres. Et il y a plusieurs visions, en réalité, qui sont en train de s'affronter. Moi, si je regarde un peu la carte, j'ai essayé de faire ça. J'ai essayé de prendre tous les positionnements là sur le Mercosur, sur le Venezuela, sur le budget européen, etc. J'ai pris tous ces différents positionnements des différents pays et j'ai essayé de les placer sur un graphique, hein. Je suis prof de maths, donc voilà, je place des points et après je regarde. Ben, la sensation que ça donne, c'est que déjà, il y a des solutions qui sont passées à la trappe. Je le dis parce que c'est un petit peu une forme de nouveauté pour moi, malgré tout. L'idée fédéraliste européenne est en train de disparaître. Voilà. C'est pas pour me déplaire, hein. C'est pas pour me déplaire, mais c'était quand même quelque chose qui avait une consistance. Certains avaient ce projet-là. Voilà. Aujourd'hui, j'ai peine à trouver au sein de l'Union européenne un pays qui se positionne avec cette idée-là, de dire il faut aller vers quelque chose, une structure fédérale. Ça, c'est le premier enseignement que j'en tire. Le deuxième enseignement que j'en tire, c'est que ce qui était le plus proche du fédéralisme européen, mais qu'il ne fallait pas confondre, à mon sens, avec lui, c'était l'impérium européen, c'était la vision de Macron, c'est-à-dire la technostructure qui se substitue, qui phagocyte, qui englobe et qui phagocyte les États. C'était pas la même chose que le fédéralisme européen. C'était ça l'idée de la souveraineté européenne de Macron. C'est qu'à un moment donné aussi, éloignons le pouvoir de décision de tous ces méchants peuples récalcitrants aux quatre coins de l'Union européenne. Ben, ça, je te l'ai dit plusieurs fois au cours de cet échange, c'est que je trouve Macron et von der Leyen, mais essentiellement Macron, très très isolés. Parce que von der Leyen, elle peut être souple, elle fera de la gymnastique. Elle ira au plus offrant au final. Bon, tu me diras, elle est déjà vendue aux Américains, mais elle ira au plus offrant. Macron, lui, il s'entête, quoi. Il s'entête et il est tout seul. On avait constaté qu'il y avait des pays qui ne voulaient pas de la souveraineté européenne depuis des années. Dès 2018, même fin 2017, dès le début de son premier mandat, quand il a fait son discours de la Sorbonne et qu'il présentait la souveraineté européenne, wow, ceux qui ont freiné tout de suite, ça a été les Allemands. Voilà. Mais il s'est entêté, il a essayé de la vendre. Bah, aujourd'hui, il est isolé, voilà, avec sa petite bannière. Voilà. Vive la souveraineté européenne. Il est tout seul. T'as raison, il aura peut-être. Non, mais non, il y a mon pas Glucksmann, ça se trouve, l'autre, il est plus sur un projet fédéraliste. L'autre, ils seront tout seuls. Chacun dans son camp, en fait. Voilà. C'est les deux faces d'une même pièce, l'un et l'autre. L'un sur le projet fédéraliste, l'autre sur le projet de l'impérium technocratique bruxellois. Voilà. Mais ils sont isolés, en fait. Et tout ça est en train de disparaître. Sauf que manque de bol pour nous, bah, et Macron, il représente théoriquement la France encore là-dedans. Ça veut dire que nous, on disparaît d'une scène où tous les autres sont en train de se repositionner. Et comment se repositionnent-ils? Moi, je vois globalement un retour des États-nations, voilà, pas des nationalismes, un retour des États-nations avec des visées qui peuvent être différentes. Je crois qu'il faut mettre à part l'Allemagne, voilà, qui le dit, y compris dans certains de ses propos, qui a le retour à ses intérêts propres, mais avec toujours une dimension quand même hégémonique. Ça a été le cas quand elle a parlé de l'armée, ça a été le cas quand elle a parlé de ses investissements désormais dans la défense, c'est le cas quand elle parle de la transition industrielle qu'ils sont en train de mettre en place. Il y a toujours, je ne dis pas qu'elle est belliciste, cette vision hégémonique, mais il y a une vision hégémonique toujours à l'échelle du continent qui affleure. Et après, il y a d'autres visions qui, on peut le dire tranquillement, parce que c'est le grand écart politique. Si on regarde ce qui se passe pour l'Italie, ou ce qui se passe par exemple sur l'Espagne, l'Italie dirigée par Madame Meloni et une coalition des droites, l'Espagne dirigée par un gouvernement minoritaire mais de gauche de M. Sanchez, qui assume le retour au cadre national et aux intérêts propres de leur pays. Madame Meloni dans une vision atlantiste, Monsieur Sanchez dans une vision beaucoup plus de ce que j'évoquais tout à l'heure, d'apolarité,
c'est-à-dire le fait de ne pas être rattaché à qui que ce soit, de pouvoir aller servir, chercher ce qui le sert auprès de tel ou tel pays, comme je l'ai expliqué avec les différents exemples avec les Chinois. Et chaque pays agit un petit peu comme ça, avec malgré tout un tropisme qui est que beaucoup restent dans cette vision attentiste et ils sont dans cette espèce d'entre-deux où ils ne veulent pas fâcher l'ancien ami américain parce qu'ils se sentent trop faibles pour faire quoi que ce soit d'autre. Donc, ils essaient de s'en émanciper un peu dans le verbe, mais ils restent complètement, malgré tout, sous la tutelle. Voilà un peu, je crois, ce qui est en train de se passer. Mais une fois qu'on a dit ça, ça acte un dernier point. Ça acte que tous ceux qui voient encore l'Union européenne comme le cadre dans lequel on pourrait repositionner une grande force de projection et de stabilité dans le monde, dès lors qu'on accepterait le multilatéralisme qui est si cher aux uns et aux autres, où il y aurait l'hémisphère occidental américain d'un côté, mais où il y aurait la zone d'influence russe et la zone d'influence chinoise, et qui aspire en réalité à être le quatrième pôle avec l'Union européenne, ben, on voit bien que finalement, il n'y a même plus de partisans en réalité, réellement, au sein de l'Union européenne pour faire ça. Voilà. Je crois que c'est cet état de fait à un moment donné qu'il va falloir acter, que certains vont avoir besoin de digérer, parce que c'est un monde et une pensée qui s'effondre pour beaucoup. Mais si on veut pouvoir se repenser aussi en tant que pays, en tant que peuple, en tant que nation, il faut prendre acte de cet état des choses, de cet état du monde, mais de cet état de ce qui nous entoure aussi au sein de l'Union européenne. Et malheureusement, on aura contribué, hein, je l'ai dit tout à l'heure au moment de la coalition des volontaires, mais à participer de cette fracture-là. Les agissements d'un M. Macron ne sont pas sans conséquence. Tous ceux qui se sont amusés à laisser du temps à M. Macron en 2024 et en 2025, alors qu'il était paralysé par la démocratie minoritaire, qu'il ne pouvait pas y avoir d'issue au sein de la démocratie minoritaire, et qui ont refusé, dans le cadre institutionnel ou hors du cadre institutionnel, de pousser à ce qu'à un moment donné, on fasse retour aux urnes et que ce soit aux Français de décider, que ce soit par une dissolution ou que ce soit en poussant le chef de l'État à la démission, hein, pas en attendant qu'il démissionne, en le poussant et en le contraignant à la démission. Tout cela, non seulement ont privé les Français d'un temps politique utile, mais ils paient, et je dois dire, pour moi, il y a une forme de complicité sur ces agissements qui sont en train d'abîmer aujourd'hui la France, parce qu'on continue d'abîmer de jour en jour, Monsieur Macron et les siens continuent d'abîmer la France et de la dévitaliser sur la scène internationale, et tout le terrain qui est perdu aujourd'hui sera un terrain d'autant plus dur à regagner demain. Je souris parce que tu vas voir pourquoi. Bon, on a donc une Europe, l'Union européenne qui est comme un vase très fortement ébréché. Ça tient, mais on voit que, bon, un petit mouvement, ça casse. Et là est survenu ce qui pour moi est je pense, le sujet géopolitique le plus important et qui va avoir des effets politiques majeurs en Europe, y compris jusqu'à la possible dislocation, voire de l'OTAN. C'est la décision visiblement prise par Donald Trump d'annexer le Groenland, d'une manière ou d'une autre, avec même publiquement des déclarations de ses proches conseillers, de ses idéologues comme Stephen Miller, qui dit à Bloomberg, bon, si on n'y arrive pas par des voies référendaires, on y va militairement. Mais d'une manière ou d'une autre, donc, l'annexion du Groenland. Et là, c'est quand même la sidération déjà et une panique totale. Alors nous, on l'avait repéré pendant les vacances, pendant la période juste avant les vacances, le 21 décembre, Trump nomme le gouverneur de Louisiane comme envoyé spécial, une sorte de Witkoff, Oui, c'est ça. hors circuit diplomatique, et qui déclare immédiatement mon travail, c'est d'amener le Groenland comme nouveau territoire des États-Unis. Donc j'ai bien noté que le 29 décembre, hein, les Danois ont acheté des missiles aussi. Le 29 décembre, les Américains ont donné l'accord pour l'achat Donc on pourra mettre des missiles sur les avions qui ne décollent que sur autorisation du Pentagone. Bon, c'est assez amusant. Et là, ça, c'était drôle.
Et là, on a Macron qui est sorti un truc. Après toute la carpetterie qu'il a fait avec les Américains, il annonce un truc complètement délirant, qui est le niveau du général Richoux qui s'exprime sur LCI. On va envoyer des hommes au Groenland, Glucksmann aussi. Ils sont vraiment, c'est la même pièce. Enfin, c'est une phase de la même pièce. On envoie des troupes au Groenland. Je sais pas quoi faire, combattre les Américains. C'est très très drôle. On a vu qu'on était doué en France quand il neige un peu. Et voilà. Et donc, je suis convaincu que ça va être la grande dislocation. Parce que, à mon avis, les Espagnols, les Italiens, les Grecs, les Roumains, et tout un tas de pays, les Slovaques, le Groenland soit américain, inuit ou canadien, ça ne change absolument rien pour eux. Mais comme l'Union européenne est construite sur une relation très forte avec les États-Unis, l'OTAN, c'est un élément central de toute la politique de défense européenne, on va se retrouver dans une situation, enfin, les politiques européens vont se retrouver dans une situation face à l'ensemble des citoyens européens étrange. On se prépare à une guerre contre la Russie, qui n'a pour le moment rien fait contre l'Europe, concrètement. C'est la guerre, c'est en Ukraine, qui n'est pas partie, qui fait partie de l'Union européenne. Mais par contre, les États-Unis, eux, désindustrialisent, piquent des entreprises, imposent des taxes, mettent un tribut comme un conquérant avec ce qu'a négocié, entre guillemets, Madame Ursula von der Leyen, et maintenant menace de carrément conquérir 2,2 millions de kilomètres carrés. 4 fois la France. ça va exploser. Ça va exploser, puis ça va se faire vraiment. Non, puis va tendre aux opinions publiques le fait d'aller défendre le Groenland. Parce que si c'est ça, il faut bien regarder quels sont les enjeux. Les enjeux, c'est quoi? Ça va être derrière les richesses du sous-sol et les matériaux. C'est essentiellement ça, plus encore aujourd'hui peut-être que l'emplacement géographique stratégique. Mais je m'arrête sur les opinions, c'était ça mon point de départ. On peut dire que c'est du colonialisme de la part des Américains. On peut le dire pour le Venezuela, très clairement. Voilà. Parce que l'argumentaire, parce qu'ils assument tout, ces gens-là. Donc l'argumentaire des Américains, c'est de dire « Ah mais non, mais on a foré il y a 100 ans là-dedans, donc c'est à nous. » Voilà. C'est notre pétrole. Ça, c'est du colonialisme. Oui, il dit que 30 ans, ils volent notre pétrole. C'est Venezuela. C'est du colonialisme pur sur ce qu'ils veulent faire au Groenland. Mais en réalité, si on veut les bloquer là-dessus, c'est pour une politique qui est pareillement coloniale. C'est pour détenir ceux qui auront les matériaux qui plus tard permettront d'être un outil de puissance, voilà, essentiellement. Plus le reste, je suis d'accord, il y a la richesse globale du Groenland, ça va bien au-delà de son seul sous-sol, ne serait-ce que sur son seul sous-sol. On parle de richesses qui se comptent en dizaines de milliers de milliards de dollars. En dizaines de milliers de milliards de dollars. C'est de ça, hein. C'est ça qui est en jeu. Richesses qui sont sur le sol. Sans parler de ensuite tous les enjeux géopolitiques qu'on a pu voir, par exemple avec les terres rares ou le reste. Nos amis chinois nous ont fait la démonstration suffisamment de fois au cours de ces derniers mois et au cours de ces dernières années. Sur l'Arctique, que là c'est bonjour. En termes de ressources, les Russes ont la moitié, disons. Les Américains ont les 2/3. Il y a un petit bout pour le Canada, mais avec ça, ils se taillent un morceau de lion dans l'Arctique. Mais enfin, avec la préparation des opinions depuis quelques années sur ces sujets-là, je te laisse aller, je les laisse aller essayer de vendre cet argument sans éviter le procès en colonisation qui serait absolument inhérent au fait de se dresser aux Américains finalement sur les mêmes bases qu'eux. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a les tensions entre États, mais ce qu'on est en train de voir apparaître, c'est que c'est des tensions au sein même des camps et des blocs. On en a eu les exemples. Alors, on a les exemples qui sont les exemples un peu lamentables, mais presque drôles quand c'est institutionnel. On a parlé du tweet de M. Macron le samedi dans la journée après l'enlèvement de Maduro au Venezuela. Il faut savoir que au même moment, le ministère des Affaires étrangères, enfin Jean-Noël Barrot, faisait un tweet avec ce que lui avait écrit le ministère des Affaires étrangères, qui disait pas du tout la même chose que le président Macron. Lui, par contre, il parlait de droit international, il dénonçait la méthode, etc. Donc, ça veut dire qu'on avait quand même déjà un problème, un hiatus entre le chef de l'État et le ministère des Affaires étrangères et le ministre des Affaires étrangères, qui pourtant est un sacré fidèle et caniche de M. Macron. Et puis, on voit, si maintenant je vais un peu plus loin, j'étends ça, quand on regarde les positions même d'une Madame Loiseau aujourd'hui au Parlement européen,
on voit bien que c'est elle qui est vent debout parce que c'est son monde qui s'effondre. C'est cette représentation sur laquelle, certes, peut-être que dans les relations internationales, il y a un ordre juridique et à côté, il y a du rapport de force, mais c'est l'ordre juridique qui doit prévaloir surtout. Or, aujourd'hui, moi, je continue à penser que le droit international, il n'a pas été abattu, il n'a pas disparu en réalité, sauf qu'il y a eu une inversion des priorités et des polarités, et que le rapport de force prévaut aujourd'hui sur le droit international. Je ne dis pas que j'adhère à ce concept, mais j'adhère qu'à un moment donné, il faut bien regarder ce qui est en train de se passer. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est cette inversion-là. Voilà. La force venait jusqu'à présent en substitution quand les règles de pression, quand le droit international et la pression qui va avec ne parvenaient pas à aboutir. Maintenant, les Américains ne s'embarrassent même plus. Ils commencent par la force, et puis le droit, eh ben, on l'appliquera et on en fera bien ce qu'on veut, ce qu'on veut derrière. Donc, il y a ça qui est en train de se jouer, et je parlais d'un monde qui s'effondre pour certains. Là, c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire que les cartes sont en train d'être rebattues. Toutes ces assignations en résidence et toutes ces assignations partidaires qu'il y avait, finalement, font que de plus en plus de gens ont à peine à se positionner aujourd'hui. Et je crois que ça aussi, c'est une des tâches de l'avenir, à redéfinir un logiciel clair sur la pensée internationale, mais au-delà de la pensée internationale, celle-ci va construire un édifice et une charpente de pensée pour l'ensemble. Et il y a cette disponibilité qui n'existait peut-être pas à un moment donné, où forcément tu étais assigné à résidence, tu étais là, tu étais là, tu étais là ou tu étais là, voilà. Et tu te reconnaissais forcément obligatoirement, on t'imposait de te reconnaître dans telle ou telle partie du fait de la polarisation qui existe. Ce mouvement de dislocation qui existe au sein de l'Union européenne, qui existe au sein des partis, qui existe donc forcément au sein de l'ensemble du corps politique, eh bien, il donne une opportunité. Voilà, c'est aussi ça, c'est peut-être ça, moi, le seul petit élément vraiment positif de ce début d'année 2026, pour ceux qui voudront bien s'en saisir et qui ne resteront pas soit sur des vieux modèles ou des vieux schémas de pensée. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Puis c'est vraiment une opportunité historique de faire craquer l'OTAN et l'UE. Bien sûr, il n'y avait plus là maintenant. Et je suis d'accord avec toi sur la question des citoyens, parce que encore, bon, déjà trouver des volontaires pour aller faire la guerre face aux Russes en Ukraine, bon, je pense que ça va être difficile. Mais au moins, les Russes, c'est des méchants. Hein. C'est construit comme ça depuis longtemps. Il y avait l'URSS, donc c'est plus facile à imaginer. Mais les États-Unis, il y a des McDonald's, il y a les séries, il y a Stranger Things. C'est des gens bien. Nos enfants, ils veulent tous aller à New York. Ils ne vont pas faire la guerre aux Américains. Ça n'a pas de sens. C'est un tel choc. Et d'ailleurs, je pense que peut-être que on pourrait dire un mot là-dessus, mais ce qui est intéressant, en dehors, tu vas te montrer la différence de réaction entre les États, et c'est la différence de réaction des personnels politiques à ce qui s'est passé au Venezuela. Et là, ça a été l'immense n'importe quoi, parce que justement, personne n'a réussi à se consulter, tout le monde se rentrait les vacances, et pour certains, c'était comme nous, les rentrées scolaires, enfin bon, dans un bordel total, tout le monde réagit à sa manière, et ça a été la cacophonie totale. La cacophonie entre ceux qui allaient, on a un bloc, oh, bravo les Américains, parce que Maduro, c'est quand même méchant, puis c'est un dictateur, ou c'est un narcotrafiquant, enfin bon, peu importe l'option, mais quand même c'est bien. Il y en a qui ont dit, c'est pas bien du tout, bon, la France insoumise, plutôt ce bloc-là, inadmissible, Oui, mais contre le droit international, c'est fidèle à leur courant de pensée, c'est structuré. Oui, même bon, ils aiment bien Maduro et le chavisme et le Venezuela, mais il y a tous ceux qui n'ont pas d'amour particulier, qui ont dit c'est une violation du droit international le plus basique, on rentre dans un immense n'importe quoi si on le fait. Et puis il y a ceux qui étaient entre deux, qui savaient pas où mettre s'asseoir, leur popotin. C'est pas bien pour le droit international, mais quand même c'est bien parce qu'ils ont abattu un dictateur et c'est méchant quand même. Maduro est très très méchant. Bon. Mais ce qui est intéressant, et je pense à tous ceux qui sont de gauche, du Parti socialiste, des Verts, et puis ceux qui sont de droite, jusqu'à Retailleau, qui, je pense, ne supportent pas le choc de l'approche trumpiste qui dit le roi est nu. Au moins avant, il y avait toujours un effort de masquer, de dire qu'on se bat pour la démocratie, on va supprimer Kadhafi parce qu'il est méchant avec son peuple, Saddam Hussein, libérer les peuples, un peu de droit de l'homme ici, un peu de construction d'une nation libérale démocratique plus tard. Mais là, il n'y a plus. Or, c'est les États-Unis, et les États-Unis, c'est le camp du bien. Knafo est allé avec
avec Zemmour. Bardella y est allé aussi recevoir la bénédiction de Donald Trump. C'est compliqué. C'est pour ça que tout cela, On est tu plus dans, regardes bien, plus dans le camp du bien. tous ceux-là ont tous commencé leur communication en commençant finalement par s'excuser auprès du président Trump et en commençant par dire « Ah là là, Maduro, c'était vraiment un méchant et c'était vraiment un dictateur, etc. » Voilà. Et moi, je peux entendre ce discours-là, voilà. Tu parlais du chavisme. Moi, j'ai beaucoup de respect pour ce qui a été fait par le commandant Chavez au Venezuela. J'ai moins d'appétit et d'appétence pour beaucoup moins pour Nicolas Maduro. Mais commencer par dire cela, c'est commencer par faire allégeance pour justifier les choses. Voilà. Soit c'est ça, et si tu regardes bien la communication, à part quelques personnes qui ont été claires, mais ceux qui ont en réalité déjà un logiciel, tous les autres ont commencé par ça. Voilà. La dictature Maduro, etc. Mais si tu commences par ça, d'une certaine manière, déjà, tu es déjà en train de légitimer la suite. Soit, ils ont essayé, justement pour les raisons qui sont celles que tu évoques, parce que voilà, c'est un dérèglement cognitif trop puissant pour eux. Ils ont essayé de sortir du cadre de pensée qu'on voulait leur imposer, en tout cas qu'on voulait leur soumettre, en disant c'est trop dur pour nous de penser cette situation-là, et donc revenons à des fondamentaux, aux choses simples, les celles sur lesquelles on peut dire du mal. Oh, Maduro, c'est un méchant communiste, un méchant je sais pas quoi, un narcotrafiquant, narcoterroriste, bon bref, tous les trucs qu'ils ont, c'est ça, ils ont que tous les nouveaux concepts là qui nous sont vendus. Et ça au moins, voilà. Ça, on revient sur des bases stables. Mais le monde n'est plus un monde stable où on marche sur les anciennes cases. En réalité, voilà, on est en train de redéfinir de nouvelles choses. Et cette agilité-là, c'est quand même un problème de notre personnel politique de ne pas être capable de le faire. Et tu vois, paradoxalement, il y en a un qui a essayé de le faire. Mais ça avait un côté presque mignon et naïf, mais juste pas lui, quoi. C'est Attal. Attal, il est venu et il a décidé de prendre le contre-pied de tout le monde en disant oui, le monde a basculé, maintenant c'est le rapport de force qui prévaut, la question du droit international et puis la question centrale. Mais pas lui, quoi. Juste, il a pas, c'est pas le personnage. Il peut faire ce qu'il veut, mais ça marchera pas, quoi. Voilà, ça peut pas être lui. Mais moi, j'ai été assez sidéré, voilà, par le fait que les uns et les autres aient essayé de penser ce qui est en train d'arriver aujourd'hui avec des anciennes grilles de lecture et des grilles de lecture figées. Mais ça veut dire une chose. Ça veut dire que tout ce travail d'analyse, parce que là, on est en train de discuter de ça, toi et moi, mais tu le fais dans toutes les émissions que vous proposez sur Fréquence Populaire, et puis d'autres ailleurs le font aussi. Elles existent, les analyses. Nous, on ne peut pas dire qu'on est surpris de ce qui est en train de se passer. Finalement, c'est le continuum de ce qui était annoncé, c'est le continuum d'un flot de l'histoire qui est en train de se mettre en place. C'est encore plus facile à suivre aujourd'hui parce que c'est le continuum de paroles qui sont prononcées. Enfin, franchement, Trump, c'est fastoche, quoi. Trump, il dit les choses, il les fait, voilà, derrière. Il y a enfin, Trump et les siens, et J.D. Vance et le reste. Il faut pas être surpris des choses. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant chez nos politiciens? Ils vont être surpris que les États-Unis viennent faire de l'ingérence dans les élections européennes dans les semaines et les mois qui viennent. Mais enfin, ils l'ont dit, ça fait partie de la nouvelle stratégie de sécurité. C'est dedans qu'ils vont intervenir. Vance est venu leur dire à Munich il y a un peu plus d'un an maintenant. Donc, tout ça est sur la table. Il suffit d'accepter à un moment donné que le monde ne se projette pas sur la vision qu'on voudrait avoir de lui, mais sur ce qu'il est, essayer de s'y adapter et essayer là-dedans, parce que la partie n'est pas totalement perdue. Tu as dit, c'est un choc cognitif trop vieux, je pense, pour beaucoup. Eh bien alors, il y a basta, du balai, laissez la place. C'est ça, du balai. Laissez la place si vous n'êtes pas capable de repenser le monde. Là, tu l'as très bien dit, mais comment est-ce que pour repenser le monde, on a quand même maintenant les deux précédents présidents étaient Young Leaders de la French American Foundation. Le précédent n'était pas Sarkozy, mais lui, il était sarko-américain. Il est très fier de son sarko-américain. Les 3/4 de nos ministres depuis maintenant 3 présidents sont passés soit par le French American Foundation, soit par le German Marshall Fund, soit par l'Atlantic Council, soit par des facs américaines. Enfin bref, ils ne peuvent pas penser le monde. Ils ont été formatés pour faire une Union européenne qui est vassalisée, et chaque État membre vassalisé aux États-Unis.
il faut là, c'est une occasion pour nous historique, je pense, pour ceux qui préparent une force politique alternative, c'est du monnaie. Vous avez eu tort, vous êtes trompés, historiquement. Ils ne peuvent pas se révolutionner eux-mêmes, voilà, c'est leur première limite. Et la deuxième limite, et je m'en arrêterai là, c'est qu'ils ne sont pas faits pour la guerre de mouvement. Et ce que fait Trump, c'est de la guerre de mouvement. Je t'écoutais dans ton point sur le Venezuela et ce que tu présentais, que je trouvais très juste. Tu évitais et tu te gardais de donner la fin de l'histoire sur l'exploitation potentielle à venir du pétrole vénézuélien par les États-Unis et comment ça se traduirait en termes de cours sur le pétrole et les opportunités que ça ouvrirait pour la Russie, pour la Chine, donc pour les États-Unis, et les conséquences qu'il y aurait sur l'Union européenne. Honnêtement, personne connaît, je crois que c'est ce que tu disais, hein, tu me diras si je trahis ta pensée, mais on ne sait pas quelle est la fin de l'histoire sur ce coup d'État américain au Venezuela et sur l'exploitation à venir, peut-être, du pétrole vénézuélien et les nouveaux rapports de force géopolitiques et économiques qui vont en découler. Ça veut dire que ce que fait Trump, c'est que lui, il avance. Il a mis sa cartouche, il sait qu'il va se passer ce que tu as décrit. Et on peut lui reprocher plein de choses, mais le mec est agile aussi quand même. Et en fonction de ça, il va essayer de trouver le bon chemin qui va lui permettre de servir ses intérêts. Il l'a fait déjà à plusieurs reprises. Il avance, on trouve, de manière un peu inconsidérée, mais c'est sa stratégie. Il va, il lance la première boule, il y a des quilles qui tombent, et après il regarde, il analyse ce qu'il faut faire. Donc ça nécessite cette gymnastique intellectuelle, et ça nécessite d'avoir cette souplesse, de faire de la guerre de mouvement. C'est ce que fait Trump, et nous, on a des soldats de plomb en face. Sur une ligne magino-mentale. Eh bien, merci François pour cette très très intéressante analyse, et donc on va te donner une tâche à Fréquence Populaire, tu vas suivre. Alors peut-être pas pour la prochaine fois parce que ça ne sera pas encore passé, mais pour les mois à venir, les réactions et l'évolution des réactions sur le Groenland. Oui, entre le moment où non, puis tu sais que tout ce que je fais, c'est du travail au long cours, et que je l'archive, et donc ça permet d'avoir la vision sur un temps plus long, parce que c'est de ça aussi dont on a besoin. Ben, merci à toi. Merci à vous d'avoir suivi l'émission jusqu'au bout, et je suppose que vous l'avez fait parce que c'est intéressant, et c'était très intéressant. Merci François. Très riche. Vraiment, je pense que c'est des émissions systémiques, elles peuvent être revues même plus tard. Si vous n'avez pas encore, nous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de liker, de commenter, évidemment de partager. Je vous rappelle que depuis maintenant presque 3 mois, nous avons créé un portail numérique qui nous permet d'être indépendants totalement, quoi qu'il se passe, et quel que soit le bouclier démocratique européen où qu'il tombe. C'est le site fpop.media où vous avez un certain nombre de nos vidéos, mais aussi beaucoup de textes d'analyse différentes. Vous trouverez des gens aussi intéressants que Jacques Sapir, Emmanuel Todd et bien d'autres qui écrivent. C'est gratuit, il vous suffit de renseigner un email et il n'y a aucune publicité. C'est très agréable parce qu'on se sert beaucoup de la presse, que ce soit le New York Times ou la presse dans le monde entier. Il y a quand même beaucoup de publicité, c'est assez pénible à lire un article. Là, il n'y en a aucune. On compte sur vous, donc vous pouvez nous aider, soit en faisant un petit don, en suivant en dessous de cette vidéo sur notre page Tipeee, soit sur notre page Stripe, soit en vous abonnant sur le site à partir de 2 € par mois. Tout ça nous aide considérablement pour continuer à faire ce qu'on fait. Vous pouvez toujours devenir sociétaire. Vous avez tous les en bas de cette vidéo, c'est expliqué en détail. Mais voilà, l'émission s'arrête ici. On vous remercie et on vous dit au prochain épisode de La lumière au bout du tunnel. Là, on a eu un gros coup de projecteur quand même, un gros coup de lumière. Merci François. À bientôt, salut.